Les Spurs sont revenus dans la série face au champion en titre, OKC Thunder, qui ils sont pris une trempe, disons-le, dans ce match 4. Alors, si ce bracket vous donne une série serrée à gauche, à l'ouest, vous voyez bien qu'à l'est, on en parlera dans un instant, les Knicks sont tranquillement en train de s'installer en finale de NBA. Erwan donc se rapproche de ce slibard kangourou avec Patrick Ewing dessus. Mais ça, ce sera pour 15 ans de une autre métier, partie. je continue à faire des paris débiles comme ça. Complètement, mais parce que c'est plus fort que toi. Et donc aujourd'hui, nous allons débriefer ce match 4 et ce match 3 parce qu'on s'est pas parlé depuis, Erwan. Hein. Oui. On s'est pas vu ce week-end. Fâché. C'est pas nous, fâché. Je te propose qu'on fasse, avant d'aller sur le match 4, on dise un petit mot sur ce match 3 parce qu'on pensait que c'était le début d'une tendance puisque OKC a gagné 2 matchs d'affilée avec un match 3 ultra solide alors qu'ils étaient menés 15-0. Alors, 15-0 dans le match avant de le gagner assez largement. C'est l'entame. T'as raison de commencer par cette entame-là parce que mine de rien, sur les 2 premiers matchs à OKC, avec ce match incroyable, la défaite sur le match 2, mais finalement on sent les Spurs dans la rencontre. Et sur le retour à San Antonio, on se dit mais on a presque l'impression qu'il y a un avantage pour les Spurs. Il n'y a qu'un partout, mais il y a presque un avantage. Ils peuvent le faire les Spurs. Et finalement, le début du match 3, ils leur mettent 15-0, on dit ah ouais, ils sont vraiment au-dessus. Et puis derrière, on revient quelque part sur ce côté un peu de gestion particulière qu'il faut avoir quand on mène tôt dans une rencontre face à des champions. Et là, finalement, les Spurs c'est ce qu'on dit un petit peu depuis le début de la saison avec ces Spurs-là, c'est la gestion parfois des avantages, la gestion des temps faibles. Et on a vu, à partir de ce 15-0-là, on a vu quelque part une équipe qui a fait un peu son âge pour la première fois de ces playoffs-là, je trouve. Et en face, on a vu une équipe qui est redevenue en tout cas létale. Le choix OKC sur les drive and kick, pendant que les Spurs faisaient drive et j'allais m'empaler dans les mecs, ça a quand même été une énorme bascule. Et puis le banc d'OKC qui amène de l'adresse. 76 points, voilà. Record de franchise en playoff. Incroyable. Ils font un match exceptionnel. Mais bon, allez, au sortir du match, les mecs te disent la profondeur. Oui, d'accord, la profondeur. Mais là, ce qu'ils ont fait, le banc d'OKC, pour moi, ça peut pas être une tendance. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, cette série-là est un vrai combat de boxe. Parce qu'en fait, chaque match, il y a une bascule où les stars, ou le coaching, ou le banc. Et on l'a vu encore hier sur le match 4. C'est Victor qui a pris le contrôle. Donc il y a toujours une tendance différente. Donc c'est très dur de prévoir ce qui va se passer sur le match d'après. Alors il y a quelques petits enseignements après le match 3 et qu'on va pouvoir prolonger sur le match 4. Erwan parlait du banc. On s'arrête juste vite fait sur le match exceptionnel de Jared McCain. Exceptionnel. Et Jalen Williams. Alors Jalen Williams. Jared McCain, Alex Caruso ont été juste merveilleux. T'as raison de dire Jalen Williams parce que franchement il y avait un truc qui se dégageait de ses mains. Je l'ai presque jamais vu dans sa carrière être aussi agressif, mais tu sais en première intention. Dès qu'il avait la balle, et filoche. Je l'ai trouvé, enfin on l'a tous trouvé, exceptionnel. On sait qu'il est capable de mettre dedans, bien sûr. En bout de chaîne, ouvert, il prend son temps, c'est pas un tir très rapide. Le premier tir qu'il prend, il va à une vitesse, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, d'accord. Ouais. Et c'est vrai qu'il a amené donc déjà des points et de l'adresse et une énergie. Et on sait de toute façon, t'obliges Victor, quand tu mets extérieur comme ça, Victor il peut pas être partout. Si Victor monte pour couper cette ligne-là de tir, pour défendre ce tir-là en tout cas, derrière il y a des lay-ups. Et on sait que les Spurs ne veulent absolument pas prendre de lay-up. Donc quelque part ils ont fait un choix et je crois que là peut-être on peut trouver une tendance. Et on l'a vu sur le match 4, si OKC veut passer, OKC va devoir être à droit. Va devoir mettre dedans à 3 sur points. Le match 2 et sur le match 3, c'est une réalité. Je vous donne la stat sur le match 3, ça paraît longtemps tellement les playoffs vont vite. Mais ils sont à 45% à 3 points, 17 sur 38, avec notamment un Jared McCain gourmand à 2 sur 10, un 5 sur 6 pour Jalen Williams, un 3 sur 5 pour Escaroso et Cason Wallace aussi a marqué 2 paniers à 3 points. Vous avez remarqué, on n'a pas parlé de Shea dans ce match-là, il était à 26 points et 12 passes décisives. Il y a dans les petits enseignements... 12 passes D ? Ouais, 12 passes D. De toute façon, tu sais, à chaque fois que Jalen marquait, c'était parce qu'il y avait une passe de Shea qui a été dans le playmaking exceptionnel sur ce match 3. Il y a une tendance qui va se confirmer. Shea ou Chet ? Non, Shea. Ah, voilà, c'est pour ça que je me disais, ok, pardon. Je vais absolument rien dire de positif sur Chet. Je me disais, what the fuck ? Dans le playmaking, come on, bro. Je me disais, mais de quoi il me parle ? Shea, MVP là, Canadien, BG. Je vois à peu près. BG. Il y a une tendance dont on avait parlé lors du match 1. Vous vous souvenez que les Spurs avaient gagné la bataille au rebond d'une vingtaine de rebonds. Match 2, qui a gagné la bataille au rebond ?
OKC. Qui a gagné au match 3 OKC. Qui a gagné au match 4 Les Spurs. Voilà. Bon, moi, je vous regardez juste ça, pas besoin d'en voir plus pour ces matchs-là. Mais, tu vois, chez les Spurs, il y a des petits détails qui me font dire. Moi, j'ai mis les OKC en 7 et je reste persuadé qu'après 2 matchs, et maintenant que cette série va être au meilleur des 3, j'ai cette impression que OKC a quand même l'expérience et que les Spurs ont quelques petits défauts dans leur jeu. Alors, Pas hier. Victor est magnifique, mais encore une fois, je veux pas du tout réduire la prestation défensive déjà des Spurs. On a perdu 2 fois, et on sait qu'ils n'avaient pas perdu de la saison 3 fois, mais ce ne sera toujours pas le cas. Hier, ils sont arrivés comme une équipe qui doit réagir, comme elle l'a fait, et ça, c'est magnifique. Honnêtement, j'ai vu des sourires à -20 côté OKC et tout. C'est vrai qu'ils ont lâché le match pour moi, mais ils l'ont lâché parce qu'ils savaient que ce soir-là aussi, ils n'avaient pas les armes pour lutter face à cette équipe de mutants. J'ai beaucoup aimé les minutes d'Harrison Barnes qui a été remis un petit peu en jeu. Il vient de faire un bon dans le match 4. Tu t'es fait un bon. Tu vas t'arrêter tout de suite parce qu'on n'y est pas encore. Le bel enseignement du match 3, c'est que pour la première fois de la saison, Greg Popovich, qui est toujours autour des joueurs, qui est souvent là, on a vu quelques images, bien sûr, avec son état qui est dégradé après les AVC, pour la première fois de la saison, est allé dans le vestiaire juste après le match et disons-le, il leur a mis une branlée. Vous avez entendu, c'est De'Aaron Fox qui a dit BS. Enfin, en gros, il a dit vous avez fait un match de merde. C'était comme il a dit, c'était indigne des Spurs au sens large. C'est vrai que j'ai trouvé ça dingue. On parle beaucoup du Spurs basketball. On se souvient de l'époque de Tipeee, le dernier titre notamment. Cette année, on a vu une équipe plutôt bien jouer au basket. Après, sur ce match 3 et un petit peu sur le match 4, même si ça a moins de conséquences. Et on le dit souvent entre Harper, Fox aussi un peu, et évidemment Stephen Castle, on trouve que des fois ils vont très loin. Et Keldon Johnson, qui est une bonne voiture bélier. C'est monsieur voiture bélier. Et je trouve que par moment, c'est incroyable ça. Avec cette défense organisée qu'est celle du Thunder, ils vont beaucoup trop loin. C'est-à-dire que la grande différence, c'est qu'OKC, ils drive, head, kick. Et ça donne des tirs ouverts. Faut les mettre. Si tu les mets, en général, tu gagnes. Mais au moins, t'es dans ce... Je trouve que Stephen Castle, Harper et Keldon Johnson, un peu De'Aaron Fox, mais ils drive pour aller marquer, peu importe qui est en face. Alors, c'est plutôt rentable. Enfin non, c'est rentable sur la saison pour l'instant. C'est des jeunes joueurs très en confiance qui aiment bien les défier. Oui. Mais là, je trouve que à ce moment-là de la saison, à ce moment-là de la série, face à cette défense, au moins trouver un petit peu d'alternance. Et tu vois, Keldon Johnson sur le match 4, sur le match 3 là, et pas Derek Harper évidemment, et Dylan Harper, je trouve que ouah les gars, vous allez vous empaler dans des mecs. Quand tu t'arrêtes et que tu dois faire 4 feintes pour prendre un tir, c'est que c'est pas un bon tir. Et je trouve que des fois, ils auraient quand même... C'est un truc à rectifier, je pense, d'aller kicker un petit peu parce que, mine de rien, cette défense d'OKC, au fur et à mesure des matchs, je trouve, sauf hier parce qu'ils ont lâché quelque part, mais je trouve qu'elle se resserre comme il faut. Alors, avant d'arriver dans le match 4, il y a quand même des membres d'OKC qui sont pétés et qu'on ne voit pas. AJ Mitchell se blesse pendant le match 3. Jalen Williams est en civil, donc il commence à, on parle de profondeur, piocher aussi sur leur banc. On a revu Isaiah Joe, on a revu Kenrich Williams, Erwan. Qui a été bon. Il a joué, tout ça. C'est aussi quel horrible flow. T-shirt large, collant, short large, merde. Mais bravo hier. Bravo hier pour mon vieux Kenrich, il met 10 points dans le match d'hier. Donc le début de match, il est complètement à l'avantage des Spurs. Je me faisais la réflexion, début du match 1, avantage des Spurs. Début du match 2, avantage à OKC. Début du match 3, large avantage des Spurs. Et hier, match 4, avantage aux Spurs. On va voir si ça va se confirmer sur le match 5 et à l'extérieur à Oklahoma City, ça va être incroyable. Mais les Spurs, en tout cas, préparent vraiment bien leur game et à chaque fois arrivent avec le bon état d'esprit et la bonne énergie. Qu'est-ce qu'on peut tirer du coup de ça ? Est-ce que OKC est chaque fois surpris de l'intensité des Spurs ? Au bout de 4 matchs, ça me paraît surprenant. Non. Mais en tout cas, c'est l'équipe qui a toujours été un peu en réaction. Ils ont toujours eu ça. C'est vrai que c'est une drôle de tendance. Mais là, pour moi, on va rentrer dans une série où la première qui va gagner 2 matchs va aller en finale NBA. Je pense que c'est un truc qu'il va falloir rectifier rapidement. Surtout sur le match 5, surtout un peu berné. Surtout sur un match 5 où il va y avoir une bascule. Oui. Mais quelque part, ça montre aussi que les Spurs, avec les qualités de leurs défauts, rentrent dans les matchs. Il n'y a pas de petits matchs pour eux. Mais que parfois, dans la gestion, de garder un peu la balle. Moi, il y a un truc chez les Spurs qui me stresse par moment. Mais encore une fois, je n'arrive pas à leur en vouloir parce qu'ils sont jeunes. Mais c'est qu'ils ne jouent jamais 2 fois le même play. Mais c'est une qualité, ouais. Je pense que dans le sport, dans je suis pas d'accord. Le basket moderne de très haut niveau, je crois pas d'accord. Je pense
Parce qu'on vient d'un autre basket. Non. Parce qu'on vient du basket de Michael Jordan. Parce qu'on vient du basket du triangle où c'était tout le temps les mêmes actions. Tu me réduis à un vieux du basket. Mais non, mais je me suis Moi, je trouve que on l'a dit. Je sais où tu nous réduis. Je trouve que on l'a dit. Victor ne touche pas assez la balle et c'est quand même on l'a vu sur le match. Tirs tentés au match 3, pas assez. On l'a vu quand même hier. Au bout d'un moment, ils passent leur vie à dire en interview, c'est le meilleur joueur du monde. Les joueurs des Spurs. Bon si c'est le meilleur joueur du monde, donne-lui un peu plus la balle. On l'a vu. Il a eu beaucoup plus sur le match 4. Moi, je trouve que ce pick and roll central, en tout cas, ces passes lobées, ils le font pas assez. En fait, ce que je dis, qu'ils jouent pas le même play, c'est que cette équipe, elle a la qualité où, cette année, on l'a vu, c'est la première équipe où il y a autant de mecs qui mettent 10 points par match dans l'histoire. Hein. Et je trouve que finalement, la qualité qui parfois peut être que tout le monde peut marquer, devient un défaut parce qu'il y a un mec qui est chaud, et notamment Victor souvent, sur des avantages près du cercle, eh ben, on fait un pic, passe lobé, oh c'est cool, ok, mais là je vais aller chercher autre chose. Non, je trouve qu'ils appuient pas là où ça devrait faire mal par moment, et c'est pour moi... Et c'est pour ça que tu me dis, c'est un autre basket. Mais vraiment, je comprends. Parce que dans mon état d'esprit, et je le dis tout le temps, je pense que quand il y a un mec qui est en ISO et qui marque 3 fois d'affilée, type Jalen Brunson, je pense que le quatrième ballon... Type Shea, je pense que le quatrième ballon, c'est une bonne idée d'y aller. Les Spurs ne sont pas construits de cette manière-là. C'est une équipe qui fait beaucoup d'assises dans les matchs parce qu'ils ont, à tout moment, quel que soit l'instant, à moins 20, à plus 20 dans un money time, toujours cette volonté d'inclure le cinquième moins bon joueur. Et je pense que vraiment, c'est ce qui va les amener en finale NBA. Parce qu'ils sont tellement forts. Tu vois, c'est marrant. Moi, je pense que c'est ce qui ne va pas les amener en finale NBA. Mais ça, tu vois, c'est ce qu'on pouvait reprocher à Kane, enfin pas à Kane, mais à Détroit. On disait, il aura pas assez de soutien. Il faut absolument qu'il y ait un mec individuellement qui soit vraiment au niveau. On parlait de Tobias Harris. Il passe un tour de playoff cette année parce que Tobias Harris joue à un niveau All-Star. Mais sinon, il se serait fait sortir au premier tour. Les Spurs sont dans un autre délire où ils incluent tout le monde. Donc il y aura toujours un mec qui va mettre 15 points, 16 points. Alors hier, franchement, il faut le match parfait. C'est un des plus beaux matchs que j'ai vu pour une aussi jeune équipe. On parle quand même d'OKC qui fait son pire match au scoring de la saison. Ils mettent 83 points. Hein, c'est le deuxième pire match de l'histoire. De leur histoire. Et là, de cette saison, je veux dire, c'est tout ouf. C'est comme ils avaient mis le premier match, le pire match, 79 56 contre Memphis. Vous avez combien de temps ça ? Ah non, j'ai pas vu. En 2013, je crois, ou en 2012 par là, début des années 2010. Ouais. Il me semble qu'ils avaient mis 56 contre Memphis. Dites-nous dans les commentaires. Vérifiez la fois. C'est vraiment abusé. Mais je crois que déjà hier 83, c'est un truc de ouf. Après, dans un autre basket, il y avait moins de space, tu vois. Moins de pace, pardon, de space. Mais je crois que c'est 56. Je l'ai vu ce matin là. Bah vous nous dites dans le chat tout de suite, je vous prendrai. Bon, en tout cas, ils font le match parfait. Parlons vite fait de Victor Wembanyama. Bon, c'est un bon joueur, pas de doute. Mais hier, il déploie. Tu sais, dans mon esprit, tu sais, il couvre tellement de terrain au sens vraiment, tu vois, d'un gars qui est complètement hors norme. Alors on a tous en mémoire là maintenant ce tir du milieu de terrain qui, je trouve, dans les grands matchs ces dernières années, ça fait souvent des bascules d'énergie. Tu vois, les Jordan Poole en 2022, il y a toujours des mecs, quand ils mettent Alex Caruso, il y a toujours un gars qui arrive à le faire et ça pousse un petit peu son équipe. Alors quand ça vient de la superstar, sûrement qui fait 2m24, j'ai aucun souvenir d'un mec de 2m20 qui met un tir du milieu de terrain par exemple. Si vous en avez un, vous nous dites dans les commentaires. Attends, non. Tu vois, là, comme ça. J'ai Ralph Sampson qui met un tir pour la gagne, pour aller en finale. Mais bon, il est pas milieu de terrain. Il est fou après 2 dribbles. Parle-moi un peu de Victor. Je te donne vite fait ses stats pour peut-être ceux qui n'ont pas tout suivi. Je vous donne vite fait. C'est 82 points même marqués. 103-82. Victor, c'est 31 minutes, 33 points, 11 sur 22 au tir, 3 sur 7 à 3 points. Il a arrêté de. Il envoie, gros. 8 rebonds, 4 paires de balles, 2 steals et 3 blocs. Et plus 29 de plus-minus. J'aime quand la hiérarchie est très claire. Et sur le début du match, elle a été très claire. Victor est le numéro 1. Et derrière, après, vous vous démerdez. En gros, à peu près. On sait évidemment que c'est Stephen Castle, Devin Vassell. Très bien. Mais j'aime quand, dès le début du match, Victor touche beaucoup de ballons. Et ça s'est senti. Après, défensivement, il est encore monumental. Et je trouve surtout que Victor, depuis ce match 2, qui a fait tellement parlé sur les fautes abusées d'Hartenstein. Il y a eu un match de charcutier. Match 2. J'ai l'impression que tout le monde s'est réadapté. Hartenstein, Wemby qui lui aussi a monté le curseur de l'intensité. On le voit lutter au rebond maintenant. Il provoque d'ailleurs des fautes à Hartenstein en lui prenant d'abord le bras. Très bien. Voilà ce qu'on disait. Mais voilà ce qu'on disait. C'est les playoffs. Ah, tu me l'as fait ça une fois. On l'a joué. Très bien. Je vais en mettre aussi. Et en plus, je lui provoque des fautes. Voilà. Donc, on va arrêter de faire des débats sur les arbitres. C'est les playoffs. C'est les finales de match 2. Après, chaque vérité a son match. Lors du match 2, je trouve que c'était important de le dire. Je pense qu'au match 3, personne n'en a parlé. Et là, au match 4, je vais même te dire un truc. Les Spurs, par leur énergie déployée, me semblaient plus avantagés ou mieux sifflés, on va dire ça plutôt comme ça, que sur le match 2. Voilà, c'est pas grave. Ça me va. En tout cas, donc là-dessus, dans le combat, encore une fois, on sait que cette année, c'était sa grande évolution. Je l'ai trouvé encore une fois très, très bon.
Ils ont eu des petits soucis avec Hartenstein sur ce short roll, donc où Hartenstein fait ce début de match incroyable. Ils se sont plutôt bien réadaptés défensivement et je trouve qu'OKC n'a pas assez insisté là-dedans. On en reparlera avec Cleveland dans une autre vidéo. Quand le short roll marche, c'est quand même une véritable galère parce que quand tu viens aider le short roll, enfin le flotteur, ça veut dire qu'il y a un mec ouvert à l'opposé et que tu peux. Bref, je trouve que OKC n'a pas assez insisté là-dessus, mais voilà, Victor a régné défensivement, présent dans la lutte au rebond, et puis en attaque, pareil, il est en train, je trouve, de prendre le feeling sur Hartenstein. Voilà, je trouve il commence à dire, ok, là t'aimes pas, là tu m'emmerdes un peu plus, et je trouve qu'il arrive à trouver des tirs à lui en l'emmenant un petit peu plus au large. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a des grands changements par rapport au match 3 et par rapport aux 3 premiers matchs, c'est la défense sur Shai. C'est d'une clarté impitoyable. Ils ont décidé d'arrêter de venir le prendre systématiquement, peut-être pas à ce moment-là, mais en tout cas très souvent à deux. Ils ont dit, on a les gars pour défendre. Au match 3, on s'est fait quand même avoir. On va rester sur lui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de prise à deux. Vous avez vu sur les fins de 24, il y a souvent un mec qui décroche, etc. Et puis comme ils ont été ultra maladroits hier, ils ont perdu tout simplement. Mais je trouve que le changement, ils sont en strict, mais sans la prise à deux, sans le mec en plus, parce que de toute façon, Shai, et c'est pour ça qu'on parlait du match 3 tout à l'heure, les 12 passes, c'est parce que les passes sont faciles. Je mets toujours des guillemets parce que c'est la NBA. Mais quand il y a un gars qui est un peu là, quand tu es meneur de jeu, tu le vois vite, le gars. Tu fais un dribble, tu envoies l'opposé, c'est une passe décisive, facile. J'ai apprécié ce petit changement tu parlais de coaching, le petit changement dans la série par le coach et qui a fonctionné très rapidement. On imagine que sur le match 5, ils vont pas changer. Non, c'est vrai qu'on oublie presque que c'est un très très bon passeur. Et c'est vrai que ces espèces... Il y a un mot pour ça, je sais plus ce que c'est exactement. C'est des reprendre là pour. C'est pas un blitz complet où tu viens trapper, tu vois. Ouais. Cette espèce d'entre-deux, ça peut perturber certains. Ça avait marché notamment côté Spurs avec Anthony Edwards. Ah oui. Tu vois. Mais les Lakers avaient bien fait. Les autres en avaient profité. Les Lakers avaient bien fait, mais bon, écoute, en tout cas, je trouve qu'ils ont les mecs, et on le voit sur ce match 4, je trouve que de manière générale, ils défendent plutôt bien sur Shai, sur l'ensemble de cette série. Il a des pourcentages assez bas. Alors, il est toujours capable de mettre des gros tirs. On ne sait pas ce qu'il peut nous réserver sur la fin de la série, mais j'aime que les Stephen Castle, Devin Vassell, de Dylan Harper, ils ont quand même du monde à lui envoyer sur le rable. Il y a même le Carter Bryant qui peut aussi y aller, qui est plus grand, un peu plus pas balèze, mais en tout cas tu m'as compris, qui est plus grand. Donc ils ont du monde à lui envoyer, donc c'est bien de pouvoir tourner comme ça avec 4 profils différents. Tu lui as cité le nom de Carter Bryant. Bichette, il a failli pleurer. On peut parler de vraiment ce moment, ça c'est des moments Bichette, il lui a mis une avoinée, mon ami, mais comme tous les coachs font avec leurs jeunes joueurs, parce que en plus l'action elle est risible, il prend un passage en force, une contre-attaque, vraiment c'était abusé. Derrière il le prend et le moment ça nous a tous touchés parce qu'on a tous subi ça. Il y a 2 moments, il prend une avoinée terrible et derrière il y a Victor qui vient lui parler et il revient au temps mort et putain mais en gros, c'est un mec qui a failli gagner le concours de dunk, il a la tête au cercle, il a des abdos, des pecs, tu vois ce que je veux dire. Il m'a fendu le cœur. Ah ouais. En gros, il m'a fendu le cœur. Son petit visage là de mec qui essaie de se contenir, de pas verser une larme, ça m'a massacré. Mais parce que tout le monde croit en son potentiel. Oui, mais tu vois, c'est moi le premier. Regarde, il le remet. C'est là que t'es bon. Bravo Tom. Et j'avais envie avec sa petite tête d'enfant là. Et gros, j'avais envie de le prendre moi. Je dis mais gros, t'inquiète, ça va aller, c'est rien. Passe à autre chose. Regarde. Franchement, putain, ça m'a... Super moment. Ouais. Super moment. Et vous allez voir qu'il aura un rôle. Mais ça montre... Mais bien sûr, attends, personne... Mais il a fait une erreur, il a pris une avoinée. Bon. Mais ça montre que quelque part, cette finale de conf à l'Ouest, les émotions sont aussi très, très, très haut. Parce que les deux équipes n'arrêtent pas de se tirer la bourre. Et rendons-nous compte que ces mecs de 21, 22, 23 ans... ils se retrouvent à jouer dans des matchs d'une intensité, c'est irrespirable. Et évidemment que les émotions par moments dépassent pour des mecs comme ça qui n'ont pas des rôles majeurs. Et je pense qu'il en sortira grandi, tu vois. Et je suis persuadé que Mitch Johnson derrière est allé lui parler, mais putain, sur le coup, gros, il m'a fait mal avec sa petite tête comme ça là. Tout mignon. On continue sur les choses positives des Spurs. Ils viennent de reprendre un petit peu l'avantage psychologique dans cette série en attendant le match 5. Stephen Castle avait perdu combien de ballons sur les 2 premiers matchs ? 20. Il a perdu combien sur les 2 derniers ? Bon, 2. Ah oui, mais alors, mais ça c'est incroyable. Ça c'est important. C'est incroyable. Il score un peu moins. Oui. Il score un peu moins. C'est toujours aussi fort par contre. Oui, mais ça sera jamais un débat. C'est depuis le retour de De'Aaron Fox. Oui, ça sera jamais un débat. Mais je trouve que quelque part, il y a une folie en lui où justement, et j'en parlais tout à l'heure, il va très loin souvent dans les actions. Au bout d'un moment, 20 ballons perdus, tout Stephen Castle que tu es, tout jeune que tu es, et on a envie de... T'es tellement fort qu'on a envie de tout te pardonner. Tu mets tellement du cœur sur le terrain qu'on a envie de tout te pardonner. Mais Kiki, à un moment donné, on est quand même en finale de conférence et 20 ballons perdus en 2 matchs, ça peut pas le faire. Et je trouve qu'ils ont évidemment dû faire de la vidéo et je trouve qu'il a
tellement ajusté. Il n'a pas ajusté sur un match, il a ajusté sur 2. Passer de 20 ballons perdus en 2 matchs à 2 ballons perdus en 2 matchs, grand bravo. Et ça, c'est une clé très importante pour les Spurs. Parce que dans les clés d'avant-série, on avait parlé justement de la jeunesse de Stephen Castle, son talent, on n'est pas à remettre en cause, mais tu nous disais que tu avais la sensation que c'est peut-être pour ça qu'ils allaient perdre à un moment donné, les Spurs. Hein. Le fait de perdre des balles, de faire des mauvais choix. Hein. Oui, et le match 2, c'est un petit peu ça. Mais c'est ma théorie, c'est ma tech depuis le début d'année. Ouais. Parce qu'il faut bien leur trouver des défauts à cette équipe-là. Ils en ont un petit peu. Dylan Harper m'inquiète par moment. Quand il monte la balle, il arrive à ça, il veut dribbler dans le dos, tout ça. Alors que mec, t'es à +8, t'es à 1 contre 3, pourquoi Les carrés. Mais après, encore une fois, il est tellement fort que... Et l'action, là, il met 2 pieds de main là. Mais en fait, il est tellement fort que lui-même doit se dire, je suis capable de tout. Ah ben non, en fait, t'es pas... Mais encore une fois, ça fait partie de l'apprentissage. Mais aujourd'hui, et je pense que ça va être le grand défi de Mitch Johnson, c'est de trouver le côté on apprend, mais en même temps le côté mec a un wagon pour aller en finale NBA. On le sent bien qu'il y croit. Et je trouve que le fait que Popovic soit allé dans les vestiaires leur dire vous avez fait de la merde après le match 3, c'est pas comme ça qu'on joue au basket et tout, ça a dû un petit peu remettre quelques idées en place. La réaction une nouvelle fois, parce que Victor l'a dit, c'est la première fois de ces playoffs, la première fois de la vie de ce groupe qu'ils étaient menés en playoffs. Donc, il fallait voir la réaction. On se souvient de Portland, les blessures, les machins, ils ont eu une super réaction, même sans Victor Wembanyama. Après, quand il est revenu, et ils les ont écrasés. Contre Minnesota, il y avait ce truc-là, après avoir perdu le match 1. Et puis leur réaction, quoique je dis ça, mais non, ils ont perdu le match 1. Ils étaient déjà menés à l'époque. Oui. Je dis une bêtise, mais c'est lui qui disait ça. Peut-être, j'ai mal compris ce qu'il a voulu dire. Mais en tout cas, à chaque fois, ils ont une bête de réaction. On va voir si ça va se confirmer. Tu parlais d'un mec tout à l'heure qu'il faut absolument souligner. C'est ce bon vieux. On peut dire que c'est un vieux maintenant, Harrison Barnes. Ah bah oui. Bon, Harrison Barnes a donné de super minutes et il a été très important dans ce match-là. Je te donne. Mais pas un panier, hein. Il met que des lancers. Attends, je te donne ses stats. Il met pas un panier, il met que des lancers. Parce que surtout, je regardais, mais il a joué 3 minutes dans le match 3. Voilà, 3 minutes dans le match 3. Et il a joué dans ce match 4, 16 minutes, 5 points, 0 sur 4 au tir. Mais pourtant, on a senti sa présence. Mais heureusement que le basket, tu peux peser sur un match sans mettre des paniers, quoi. Et. Encore une fois, on parle d'un match, d'une série âpre, où il n'y a pas une équipe qui gagne 2 fois d'affilée, enfin, qui prend 2 matchs d'avance plutôt. Mais mettre un petit peu des mecs anciens champions NBA qui ont connu ces moments-là, c'est aussi un petit peu pour stabiliser tout le monde. Voilà, et je trouve ça bien, côté Mitch Johnson, de relancer Harrison Barnes, qui en plus, c'est pas un rageux. Le mec, il est benché depuis le début du playoff, alors qu'il a commencé la saison dans le 5, et pourtant, il arrive à donner des bonnes minutes, il va bien défendre, il va être bien dans les rotations, il va mettre la balle en attaque là où il faut, il va aller provoquer des fautes parce qu'il va quand même sur la ligne pour mettre 5 lancers francs. C'est important aussi qu'un mec un petit peu stable émotionnellement puisse donner 16 minutes comme ça pour les Spurs. Alors, j'ai vu un commentaire qui nous houspillait, parce que là on fait un peu une revue d'effectifs, hein, vous avez bien compris, avant de se projeter sur le match 5 et de parler de Kessie, il y a des trucs à dire. Quelqu'un disait mais comment vous pouvez oublier de parler de Devin Vassell? On n'oublie pas. Il est exceptionnel, mais je savais pas que ça pouvait être un aussi fort défenseur. Vraiment, alors, ça fait quelques temps qu'on voit ça mu, mais là, il a un niveau défensif entre les contres, donc ultra vraiment qui marque, et puis les tenues de duel, le côté. C'est bon, je suis revenu. J'étais complètement flou. Je le suis toujours. Mais Devin Vassell me bluffe complètement dans ce rôle, presque de soldat. Hein. Moi, j'aime pas dire que c'est un soldat. Je sais, mais il a pas 20 tirs par match, c'est ça. Pour moi, il est plus que ça. Pour moi, c'est le joueur le plus régulier des Spurs. Pour moi, c'est le joueur le plus régulier des Spurs. Et puis, il a un truc, c'est qu'il adore mettre des gros tirs, des daggers terribles, s'arrêter en contre-attaque ou avoir des petits pin-down là, quand il sort à mi-distance ou à 3 points. Ouais, on n'en parle pas de Devin Vassell, c'est vrai, parce qu'en fait, on dit tout le temps la même chose sur lui. Que des bonnes choses. Hein. Et c'est vrai que défensivement, c'était un élégant, un mec facile en attaque quand on l'a découvert en NBA. Ça nous sautait pas aux yeux qu'il était capable de se mettre des pelées défensives comme ça. Le problème, c'est que et c'est peut-être aussi quelque part l'apport de Victor et aussi l'ambition collective de se dire, aujourd'hui, moi, si je veux faire partie de ce groupe-là, si je veux être champion NBA avec ces mecs-là, il faut que je défende. De toute façon, on le voit aujourd'hui, hein, et l'année prochaine, ça nous donnera énormément de billes à toutes les superstars qui veulent pas défendre. Aujourd'hui, si tu défends pas, tu peux pas exister. Aujourd'hui, il y a 4 équipes qui sont en finale de conf, il y en a 3 qui défendent, il y en a une qui défend pas. Je vous dis pas qui fait quoi, mais je pense qu'on s'est tous compris. Est-ce qu'elle serait pas menée 3-0 ? Voilà, exactement. Bon, très bien. Parlons d'OKC, ça nous amènera sur le match 5, parce qu'on va se risquer au jeu des pronos, et j'ai envie de savoir ce que tu imagines dans ce match-là. Vous avez vu le match de Shea, hein, c'est son 2e match de la saison, il a moins de 20 points, ce qui est une performance en fait extraordinaire de la défense des Spurs. J'ai ce moment où il perd des ballons sur le dribble et tout, franchement, ils sont chiants avec lui, au point qu'ils perdent 3 ou 4 ballons d'affilée. Hein. Il sort de sa zone de confort. Shea, qui est un joueur ultra élégant, facile.
je le retrouve pas aussi facile face aux Spurs. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je vois moins sa facilité face aux Spurs parce que il est contesté, touché. Je pense qu'il est parfaitement aussi scouté, donc sur ses dribbles, ça, c'est là où il aime bien aller, notamment sur sa gauche. Il l'empêche beaucoup de faire ça. On le voit beaucoup moins. Ce tir sur sa gauche où il se lève, il est très contrarié là-dessus. Il est bien fermé. Et je trouve il est toujours aussi important, mais je trouve qu'ils arrivent à le sortir de sa zone de confort. Et lui, il est obligé un petit peu de surjouer et d'aller dans des zones qui sont moins les siennes. En tout cas, c'est le cas sur le match 4. Voilà. Sur le match 4. Et c'est dans les 2 matchs qu'il gagne, il est excellent. C'est ça qui est dingue. Mais c'est fou. Mais c'est toute la difficulté. C'est chaque match face à Shea, c'est un perpétuel recommencement. Faut s'y remettre. Et psychologiquement, ça doit être dur. Hein. Regardons les codes du match 5 et ensuite je te poserai une question sur ce bon vieux Chettelgram. Et on va recevoir l'appel d'un ami pour discuter de Chet. Regardez les codes sur Winamax, c'est intéressant parce que Erwan le disait, c'est une série de 3 matchs qui pourraient s'ouvrir devant nous, sauf si une équipe gagne 2 matchs d'affilée ou 3 matchs d'affilée pour les Spurs. Regardez OKC est favori à domicile, 1,49. San Antonio est à 2,60. Et les gens qui parient là-dedans sont à 58% côté Spurs. Comme toujours, je le répéterai jamais assez, on le répétera jamais assez. Faites attention à vous sur les paris sportifs. Vraiment, pas de bêtises. On joue pour s'amuser, s'il vous plaît. Est-ce que ça t'ensemble surprenant déjà, cet écart de cote ? Un peu, même si moi je vais prendre la cote OKC. Je la comprends. Alors je comprends pas l'écart, je comprends l'avantage OKC. Mais c'est vrai que l'écart me paraît assez énorme. Moi je vois OKC remporter le match 5 à domicile. Je vois pas cette équipe-là passer 2 fois au travers. Et mine de rien, tu sais, ils m'ont donné l'impression hier, tu sais, d'un boxeur qui prend des droites, qui va perdre sur une lame et qui te regarde et qui sourit. Genre t'inquiète. Tu vois, j'ai eu cette impression-là un petit peu avec le Thunder hier. Alors il y a des blessés, Eddie Mitchell, J-Dub, mais tu vois, Caruso qui met 0 points, qui n'a pas d'impact. Après, ils se sont fait éteindre. Ils se sont fait éteindre. C'est la plus grosse défaite de la saison. Exactement. Donc, et encore une fois, c'est pas du tout minimiser la performance des Spurs. Je sais que cette équipe-là va revenir bien plus forte. Et quand j'ai senti le Thunder au top, j'ai senti aussi des fois les Spurs un peu plus en difficulté. Donc à domicile, sur un match bascule, par l'expérience, encore une fois, je suis désolé de mettre ça sur la table, mais ça va de plus en plus compter au fur et à mesure où on se rapproche de la fin de cette série. Je vais sur OKC. Et toi ? Je vous donne mon prono dans un instant. D'abord, petit PAD. Winamax avec nous. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Il y avait une stat que je voulais souligner parce que quand on va rentrer dans les petites clés de ce match 5, c'était les plus-manus de Victor, les on-off. Alors maintenant il est à plus 50 sur les 80 matchs. Délire, plus 50. Ouais. Alors je sais pas à combien exactement. Quoi que je peux le faire de tête peut-être. Là, il fait plus 29 dans ce match-là. Il gagne de 21, ça fait 8. Donc lorsqu'il n'est pas sur le terrain, les Spurs sont à moins 46. Plus 50 quand c'est sur le terrain, moins 46. Est-ce que la clé de ce match-là, ce n'est pas justement les temps où Victor ne sera pas sur le terrain ? Évidemment, mais alors, oui et non. Oui, parce qu'évidemment, quand c'est sur le terrain, les Spurs sont meilleurs. Ouh, ok, Léonard de Vinci. Oh, regarde, j'ai fait de tête et regarde, il l'a sorti. Je suis excellent, Matt. Mais quand Victor n'est pas là, je trouve que c'est là où, ce que je dis, Stephen Castle, Dylan Harper, même un peu De'Aaron Fox, Keldon Johnson, sont en mode il n'est pas là, c'est un peu quand le chien n'est pas là, les souris dansent. Et elles dansent, elles vont faire des 1 contre 3, des 1 contre 4, s'empaler dans les mecs. Je trouve que quand Victor n'est pas là, ok, tu peux jouer différemment, mais que les mecs sur le terrain y amènent un petit peu plus de maîtrise. Aussi, c'est pas juste, il faut qu'ils jouent 48 minutes sinon on est dans la merde. Je pense pas, je pense qu'ils ont quand même le coffre. Et quand il est pas sur le terrain, il y a toujours Vassell, Castle, Harper, Johnson. Bon, il y a du monde quand même sur la pelouse. Donc c'est y amener par contre un petit peu plus de maîtrise. Peut-être aussi De'Aaron Fox et qui prennent à ce moment-là plus le rôle de meneur que deuxième arrière. Mais je trouve que quand ils sont pas là, oui, ils souffrent. Défensivement, forcément, tu descends gamme. Mais je trouve qu'ils rendent là aussi beaucoup trop de ballons. Ils font beaucoup trop de mauvais choix de tir. Alors, ok, ça soulève aussi
qui joue au moment où il n'est pas sur le terrain. Alors bien sûr, je pense à Luc Cornet. Et on va pas cracher sur Luc Cornet aujourd'hui. On apprécie tous sa valeur, ni sur Biyombo, ni sur Mason Plumlee, hein, qu'on aime beaucoup, hein, tous les vieux grabataires. Là. Ils ont 4 pivots, mon frère. Il n'y a pas un mec qui peut donner 5 minutes correctes. C'est quand même incroyable. Ça sera un axe de travail la saison prochaine, je l'espère. Ouais, mais sauf que Luc Cornet était arrivé pour stabiliser ce poste et que là, dans les plus grands moments, Luc Cornet souffre terriblement. Quand je vois Jalen Williams, qui est magnifique, le contraste, il est assez saisissant. Hein. Et la saison régulière, c'est Alice au pays des merveilles. Ouais. Les playoffs, c'est 300, frère. Ouais. Luc Cornet, c'est le bossu qui veut rentrer dans l'armée, à qui on dit ah non, Kiki, en fait, tu fites pas avec l'armée. Mais sauf qu'il est sur le terrain, Erwan. Oui, mais oui. Et là, il y a un match 5 qui va jouer, Victor, il va pas jouer 48. Donc ils ont aussi intérêt à avoir une line-up qui tienne la route sur ces 2 fois 5-6 minutes dans les deux mi-temps. Enfin, là, c'est primordial. Le match 5, il faut qu'il soit parfait. Parce que ça, c'est ma théorie. Là, j'invente rien, évidemment. Si les Spurs veulent aller gagner à Oklahoma City sur ce match 5, les autres, tu le disais tout à l'heure, alors ils se sont fait vraiment froisser, mais ils connaissent le chemin. Ils perdent jamais 2 fois d'affilée, blablabla. Enfin, d'un autre côté, s'ils perdent ce match-là, mal tempo. Ah non, mais de toute façon, c'est le match décisif. Chaque année. 2-2, match 5. C'est les matchs. Tu sais, c'est Tom Serveno qui dit ça. Je vais me mouiller, mais le match 5, c'est un match pivot. Il m'a dit, je t'ai pris des billes pour aujourd'hui. C'est plus de 80%. Celui qui gagne le match 5 passe. Pour le coup, quelque part, il y a même s'ils ont l'expérience et qu'à la fin du match 4, ils avaient quand même des sourires en disant vous inquiétez pas, ils ont déjà perdu à domicile face aux Spurs. Si celui-là tu le perds, là t'es en grand danger. Mais encore une fois, on dit que des dit que des poncifs en disant ça. Ça reste que c'est un match à grand danger et j'ai envie de dire malheur au vaincu en tout cas. Même si ça sera pas fini, il y aura une pression monumentale. Tu ne seras plus qu'à un match d'être éliminé. Donc quelque part psychologiquement aussi, ça peut changer beaucoup de choses. Mais à domicile, moi, avec un match en plus raté sur le match 4 et où tu te fais fesser. Bon. Mais pour revenir à Luc Cornet, en fait, on est en train de lui demander quelque chose qui, à mon sens, il ne peut pas faire. Et ne pourra jamais faire du coup. Ton sens, genre l'année prochaine, c'est ça que je veux dire. Ou demain. Non, mais on a adoré. Moi, j'ai adoré l'idée de Luc Cornet au début. Joueur smart, intelligent, dans le Spurs basketball très bien. Ça a fait la saison régulière super. Il y en a même qui disaient c'est le meilleur backup pivot NBA. Oui, bien sûr. Bon, pourquoi pas? Parce que tout se passait bien. Et au fur et à mesure où on passe des tours de playoff, et là on arrive en finale de conf, on se rend compte, mais ceux qui le connaissent un peu le savaient, qu'il ne peut pas lutter dans le combat, dans la dureté, dans la vitesse. C'est trop dur pour lui. C'est trop dur. C'est juste, si je lui en veux même pas, mais on lui demande un truc qu'il ne sait pas faire. Donc ça sera, je pense, un axe de travail cet été pour les Spurs. On n'en est pas là. Il va falloir que lui, peut-être, trouve un supplément d'âme. Il fait venir des bonnes sœurs, donc peut-être qu'elle lui donne... Ça nous a fait rire, ça. Ouais, fantastique. Les gros plans sur les bonnes sœurs. Pour l'entertainment. Elles sont mignonnes. Elles aussi, elles m'ont régalé. Ah ouais. Magnifique. Trop fort. Des bonnes sœurs qui viennent supporter les Spurs, mais c'est exceptionnel. Quelle franchise. Bah bon, t'es là, tu comprends rien. Et donc voilà. C'est un camoulos, comme tu le dis. Donc oui, pour moi, Cornet aujourd'hui, autant Fox, on peut débattre, oui, plus, moins, et son salaire. En fait, les Cornet, je pense qu'ils en ont déjà tiré le maximum. Bon. Raison de plus que quand il est sur le terrain, de garder un peu la balle. Bon, si je me projette là, côté Spurs, les minutes sans Victor sur le terrain, une des clés. Les paires de balles, évidemment, les limiter à un maximum, surtout face à cette équipe qui a envie de courir. Les limiter, sachant que les Spurs marquent beaucoup plus de points en contre-attaque qu'OKC sur la série, il y a vraiment un différentiel assez terrible. Est-ce que tu en vois un dernier ou est-ce que maintenant on peut se lancer dans la bataille pour parler de Chet? Non, moi je vois, après ça va être un duel de stars. Hein. Okay. Chez face à Victor, qui va mettre les gros tirs, qui va faire la bascule, voilà. Eh ben, très bien. Alors on se projette maintenant côté OKC. Alors je vous bazarde la première, c'est évidemment l'adresse, 18% hier. Indigne d'un champion NBA, son kata, c'est leur pire match de la saison. Bon, s'ils mettent pas dedans, ils vont se faire cueillir. Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui doit sortir à un moment donné ses doigts d'où vous savez là. C'est Chet Holmgren, 11 points sur la série. Il est calamiteux, il est vraiment complètement à côté de la plaque. Et donc on va cuire un auditeur pour en parler parce que ça secoue quand même vachement tout le monde de le voir être autant dominé. C'est Samir qui nous a appelé. Salut Samir. Salut, vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend très bien Samir. Salut mon ami. Alors moi j'appelais parce que Tu nous appelles d'où Samir? Tu nous appelles d'où Samir? Il était chaud. De Lyon. J'appelle de Lyon. Ok. Et je l'appelle parce que j'ai du mal à comprendre. Alors on a fait l'éloge du banc de OKC très très bien. Maintenant jusqu'à preuve du contraire, un banc ne peut pas gagner un titre. C'est impossible. Si t'as pas des titulaires et dans les titulaires au moins 2 ou 3 superstars, c'est impossible de gagner un titre. Surtout avec cette adversité-là. Moi, je voulais parler de Chet. Alors, joueur que j'aime beaucoup d'ailleurs. Joueur que j'aime beaucoup, j'ai aucun problème. Mais pour moi, tu peux pas être en finale de conférence, Game 4,
être le second, hein, c'est le second All-Star. Il est en plus là, il est je crois qu'il est third team, hein, sorti cette nuit. Third team, ouais. Tu peux pas finir le match à 2 fautes, 8 tirs. C'est impossible. Alors déjà, tout le monde a quand même ce sentiment où on sait tous que Victor dort dans sa tête, hein, clairement. Pas de, ça se voit. Mais le côté, j'essaye même pas parce que 8 tirs. Alors certes, il joue 25 minutes. C'est déjà peu, mais 8 tirs alors que t'es la seconde option. Fois, moi, hein. C'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. 2 fautes. Hein. 2 fautes. T'es censé être le défenseur, la barrière, etc. Le second rideau. 2 fautes, c'est compliqué quand même. Hein. Donc moi, c'est pour ça. À minima, j'attends qu'il essaye. Après, moi, le fait qu'il se fasse contrer par Victor et tout, je m'en fous. C'est pas un problème. Victor, c'est un monstre. Mais par contre, faut essayer. Faut y aller beaucoup plus. Et faut tenter. Et défensivement, je le trouve parfois un peu caché. Le second rideau, c'est bien, mais moi, une star d'une équipe qui gagne, moi je pense à Garnett, qui a les 2 mains par terre. C'est pas du tout les mêmes profils après. Hein. Ouais, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Non, je dis c'est pas du tout les mêmes profils après. Le caractère, mais dans le jeu, on peut en discuter. Non, mais surtout que la défense d'OKC, Kevin Garnett était un bien meilleur défenseur en 1 contre 1 que Chet. Okay. Et je pense que c'est un bon défenseur, Chet, sur le principe. Et que toute la défense d'OKC, elle est articulée autour de Chet en second rideau. Je vois ce que tu veux dire d'envoyer les mecs au feu en but. Oui, mais alors, est-ce que c'est la bonne tactique? Alors déjà, est-ce que ça c'est la bonne tactique? J'en suis pas sûr. Ils sont champions NBA comme ça, ils sont à 2-2 en finale de conf. Bon. C'est pas encore le moment alors de est-ce que c'était la même adversité? J'en suis pas sûr. Des joueurs comme Victor, on va pas en croiser mille. Hein. C'était pas du tout la même adversité. Hein. Oubliez pas que l'an dernier, on va au Game 7 contre une équipe qui... Alors, certes, les Pacers ont eu de gros changements cette année. Il y a eu la blessure d'Haliburton, etc. On va au Game 7 contre eux. Hein. Aujourd'hui, c'est les derniers de la ligue. Non, alors, oui, il y a eu de gros changements. Samir, enfin, on va pas comparer les Pacers des finales l'année dernière avec les Pacers cette année. Ils nous ont appelés pour jouer les Pacers. J'ai joué d'ailleurs un match. Voilà, donc non, mais ça. Alors, pour recentrer un petit peu. Vous pensiez l'an dernier que les Pacers allaient aller en finale? Non, mais c'est pas là. Viens recentre sur Chet. Bien sûr. On recentre sur Chet. Moi, je pense que il est dans la third team, All NBA third team. Et que c'est un bon joueur qui fait sa meilleure saison en carrière, il a été All-Star, très bien. Là, je pense que pour moi, il est en nervous breakdown. Il est en dépression, notre ami. Il est vraiment dans un truc il complexe, tu vois. C'est terrible. Hein. Et je le sens, et tu vois, quand il essaie d'aller mettre ce dunk-là, j'aime l'envie de dire, de conjurer le sort. Conjurer le sort. Le problème, c'est que l'autre, il met un contre, elle est dunké sur Victor, je suis pas persuadé que ça on vote la main. Qui pensait que Chet allait postériser Victor? Personne. C'est terrible. Et du coup, je sens un mec, en fait, c'est même plus basket là. Le souci, c'est que c'est psychologique. Il est face à un mec avec qui il a une histoire, mine de rien, depuis un petit moment, depuis cette Coupe du Monde U19 entre France et Team USA. Et Victor, cette année, quand même, il l'a fait manger plusieurs fois. Il l'a jamais voulu être son pote ou un peu à planir. Il n'arrive pas. T'as raison, je comprends ce que tu veux dire, Samir. Mais je pense qu'il n'y arrive pas. Il a un blocage. Il n'y arrive pas. Et t'as raison, quand tu dis qu'il fait que 2 fautes, ça veut dire que t'as fui le combat. C'est-à-dire, et aujourd'hui, Erwan, moi, ce que je disais à un pote, après le game 1, je comprends pas comment Victor, à la mi-temps, il est pas blessé. Je comprends pas. Non. Je crois qu'il en a mis 27 mais non. Mais, blessé, vous êtes fous, faut les mettre. Je comprends parce que qu'est-ce que tu veux dire par ça, on est français. Mais non, on est français, on aime Victor, etc. Maintenant, si on se place en tant que supporter de Casey, un mec qui t'allume à ce point-là, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit rentrer et lui rentrer dedans. On n'a pas aimé ce que Hartenstein a fait. Hartenstein a été très soft. Alors oui, il était à la limite de la faute, etc. Non, mais c'est rien d'exceptionnel ce qu'il a fait. Non, mais alors, attends. Non, mais normalement, on digresse, on revient donc, donc tu parles sur le match 2 de ce qu'a fait Hartenstein dans le lutte avec Victor. Ouais. Tu as dit que toi, c'était soft. Non, c'était soft. Moi, ça m'a pas choqué. Hein. Alors, moi, ça m'a pas choqué non plus. Moi, ça m'a pas choqué. Ce que j'ai surtout aimé derrière, malgré tout, c'est que pour moi, ça fait partie d'une finale de conf. Derrière, ça a quand même été tout le monde, tous les acteurs principaux se sont adaptés. Victor en a mis un peu plus, Hartenstein en a mis un peu moins, et les arbitres. Et c'est très bien. Pour moi, si ça se passe que sur un match, il n'y a pas de souci. Maintenant, dire que Chet, il doit rentrer blesser Victor, je comprends pas. Là, je te supplie. J'espère que on va. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'arrive pas. C'était une image. Je veux pas qu'il rentre et qu'il lui mette un coup de poing. Mais il doit mettre de l'impact. Mais non, mais tu nous as rassurés là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Ce que je veux dire, Samir. Juste pour revenir sur Chet, par rapport... Non, mais t'excuses surtout pas, tu es allé chez toi ici. Mais c'est que, pour recentrer un peu le débat, c'est important, il y a tellement de choses à raconter. C'est que Chet, on a vraiment la sensation, Thomas, qu'il
que c'est un problème mental. Je te dis, pour moi, il fait un complexe vis-à-vis de Victor. Il le sait, il sait que tout le monde le regarde, que tout le monde l'analyse. Il se fait détruire sur tous les plateaux américains et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'a pas les armes psychologiques pour répondre. Alors, 2 choses. Pour moi, il y a 2 trucs à dissocier pour Chet Holmgren. La première chose, c'est que tout au long de la saison où Jalen Williams était blessé, il en a profité, il a été meilleur, c'est normal, c'est un jeune joueur en 3e année, hein, ça sera 3e saison complète, on va dire plutôt ça comme ça. Une progression logique, t'es All-Star, t'es hyper important en défense, tu profites de l'aura de l'équipe et de la superstar, donc Chet a été vachement mis en avant. Pourtant, dans cette saison, on l'a dit plusieurs fois, moi j'étais un peu déçu, c'est aussi Laoukis qui le disait, j'étais un peu déçu aussi ou là de sa non-prise d'initiative en tant que numéro 2 qui doit prendre 5-6 tirs de plus parce que Jalen Williams n'était pas là. Alors vous allez me dire, oui mais Jay Mitchell, oui il y a machin, et puis le collectif, mais c'est vrai tout ça. Le truc c'est que quand t'es une superstar en devenir, et Chet, contrairement à Jay Mitchell qui surprend son monde, Chet est programmé pour être un All-Star, un champion, MVP même, c'est ce qu'on disait de lui à sa draft. J'ai pas trouvé il était sur la bonne trajectoire. Et donc je dissocie une première fois, et je raconte cette histoire pour vous dire que c'est une confirmation de ce qu'on est en train de vivre. C'est un très jeune joueur qui n'a clairement pas aujourd'hui les épaules pour affronter ce que les Spurs offrent en face, donc en dureté, en basket même on peut le dire, et après je te rejoins complètement, là on voit bien un gars qui est à côté de la plaque et qui fait ce complexe d'infériorité. Donc personne ne fait de croix sur lui, il a 23 ans. Non. Il a 23 ans. Maintenant, dans le réel, là, on parle du réel, dans cette série, pour l'instant, il a 11 points par match, il est calamiteux, il a beaucoup de lowlights, beaucoup de lowlights, et on sait que ça compte dans l'imagerie de chacun des fans. Je lui souhaite juste que ça gagne, tant mieux, parce qu'il pourra peut-être aller dominer en finale NBA face aux Knicks, sinon de prendre cet été pour aller se renforcer sur tous les aspects possibles d'un basketteur de haut niveau. Samir et Thomas, est-ce que c'est pas aussi ce que Thomas vient de raconter là, la sélection naturelle aussi des mecs qui sont censés être des superstars et d'autres qui le seront pas finalement, qui étaient programmés pour l'être, mais que finalement, avec ce qu'on voit, est-ce que c'est pas une sélection naturelle? Là, il paye, lui, disons-le, il paye très directement le fait que Victor ce soit un gars hors norme. Sur tous les aspects. Parce que Chet, moi, dans mon esprit, il a toutes les qualités pour être dans le gratin de la NBA. Vas-y, je me dis de top 10, top 15, vous en faites ce que vous voulez. Non, mais voilà. Mais le problème, c'est que face à lui, il y a un mec qui est plus fort sur tous les aspects, plus grand, plus beau gosse, plus intelligent, plus charismatique, qui est déjà meilleur. Qu'est-ce que t'as contre Abraham Lincoln? J'aime bien quand c'était en 1700. Non, j'ai pas du tout l'année d'Abraham Lincoln, donc bon, je vais pas aller plus loin. Mais voilà, malheureusement, il va payer. Mais comme d'autres, comme Drexler avec Jordan, comme tous ces mecs-là. Avec Jordan, il va 2 fois en finale. Je sais, mais ils paieront toute leur vie le fait. Oui, mais ils paieront toute leur vie le fait qu'il y ait eu Jordan, qui soit sur ton poste, que tu l'affrontes et que tu perds toujours contre lui. Voilà, donc Chet, il y a un chemin où ça va être ça sa vie, enfin sa carrière, plus que sa vie, sa carrière. Oui, mais lui, il a même pas besoin de le dominer. C'est-à-dire que on n'attend même pas de lui qu'il domine Victor. On sait que ça arrivera pas. On lui demande d'être là, de mettre plus d'impact. Et de pas se cacher, tout simplement. De pas se cacher, parce que Victor, c'est un joueur incroyable qui tu pourras jamais l'éteindre. C'est très très compliqué à éteindre. Par contre, tu peux le limiter, tu peux le fatiguer, tu peux réduire son impact à lui sur le collectif. Tu peux le fatiguer. On sait que c'est une série qui va aller très très loin. Moi, je pense même que ça va être le Game 7. Et je pense même qu'OKC va passer au Game 7. Mais au moins, tu peux le fatiguer. Physiquement, tu peux plus l'impacter. C'est ce que fait Hartenstein. Alors voilà. Maintenant, c'est le débat. Est-ce que c'est Hartenstein de faire ça? Bah attends, alors dans ce cas-là, là on va parler tactique et ça m'intéresse. Ça m'intéresse, Samir. Toi, vraiment, t'enverrais Chet en bugne-à-bugne avec Victor? Alors, je vais te dire, moi j'envoie Chet en 1 contre 1 avec Victor et par derrière, je mets Hartenstein. Pas pour le. Parce que, alors, nous, on pense que. Alors, je pense que le postulat, c'est de se dire en second rideau. Non, mais le postulat, c'est de se dire en second rideau, on met Chet parce qu'il va apporter un peu de verticalité, etc. Maintenant, il y a quelque chose qui est tout bête, c'est qu'en termes de mobilité, alors Hartenstein, vraiment, pour moi, il est héroïque. Pour moi, il est très bon. Il fait avec ce qu'il a, etc. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé quand il s'était fait allumer. Je crois que c'était après le Game 2. Mais Chet, pour moi, on doit l'envoyer. Alors, dans l'état actuel des choses, il peut pas. Parce que psychologiquement... Voilà, donc on est d'accord. Samir, tu me rassures. Parce que là, tu me fais une phrase, tout ça pour me dire qu'on est d'accord, il ne peut pas à l'instant T. Alors, je vous pose la question, parce que je suis vraiment magnanime. Je te pose la question, Samir. Match 5 demain soir, Chet, il nous sort le match ou pas? Le match qu'il faut pour que son équipe gagne. Il le sort ou pas? Je le vois pas. Non, pour moi, ça ne viendra pas de lui. Pour moi, la solution, elle ne vient pas de lui, clairement. Pour moi, la solution, elle ne viendra pas de lui. Très bien. Pas non plus. Très bien. Merci, Samir, de nous avoir appelés. Merci, Samir. Belle énergie, belle passion. Et on blesse personne sur les terrains de basket, Samir. Bah non. Merde.
On joue dur, on s'affronte, mais on blesse personne. Non, vous avez bien compris que c'était du second degré. Quand même. On a compris. C'était bien de le dire quand même. Ça rassure tout le monde. Merci Samir. Ouais, c'était du second degré. Allez, bonne journée, mec. Salut. Merci Samir. Deux choses. Déjà, j'aimerais qu'on voit les codes pour la fin de la série. Pas sur le match 5, parce que tu vas voir ce que je vais te dire maintenant, Erwan. Regardons la fin de la série dans cette finale de conférence. Qui va se qualifier dans ces finales NBA? OKC est toujours favori à 1,50. Les Spurs sont à 2,60. Moi, je vous le dis, 2,60 Game 5, 2,60 Spurs. Parce que les Spurs, et ça a été annoncé avant la série, vont gagner 4-2. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je vais passer pour un con. Mais je pense qu'ils vont passer 4-2. Ce sera 3 matchs d'affilée pour les Spurs. Et OKC, à la niche, les chiens. T'as une Ils ont... Non. Les éclairs. Oui, les éclairs. Non, mais voilà. C'est mon truc depuis le début. Ouais. Tu te tiens. Hier, c'était un non-match. Mais il n'empêche que ça aussi, ça a été prévu un peu. On a parlé, Erwan, ensemble, des sockets de Kelly Olynyk et de Nikola Topic qui allaient rentrer tous les deux. On les a même vus 2 fois à San Antonio. Je pensais pas que ce serait dans une victoire du Thunder, je dois bien l'avouer. Mais hier, on les a revus sur le terrain. C'est bien la preuve qu'ils ont été capables, les Spurs, de mettre ce qu'il fallait sur un match à domicile et de ne pas avoir de money time. Donc très encourageant pour cette fin de série. Je veux ton prono maintenant. Tu restes sur ton 7 Je reste sur mon 7. Si je dois le changer, je dirais 6 pour le Thunder, mais je vais aller sur 7 quand même. Ah ouais, d'accord. Tu restes sur 7. Tu restes là. C'est ce que tu avais dit à la base, hein. Et puis, les 4 premiers matchs me donnent raison, ça va aller jusqu'au bout. Ouais, non, mais franchement, ce serait une des plus belles séries qu'on a vues ces dernières années. Moi, j'y vais quand même. Je reste sur mon 6. On a envie que les Spurs découvrent un match 7. La sensation, l'odeur d'un match 7. Je sais pas quand est-ce que c'est, j'imagine. Là, on est quoi? Donc, mardi, jeudi. Donc, j'imagine que ce serait samedi ou dimanche le match 7. On va se retrouver dimanche matin à faire un débrief pour satisfaire le peuple. Pour satisfaire le peuple. La famille. Bon, oui, j'ai dit que Denver était la meilleure équipe, qu'ils allaient les battre. Je me suis complètement gouré. C'est pas grave, les mecs. Attendez, si quelqu'un allait me sortir avant les playoffs là, que Denver allait se faire laminer encore une fois, bravo à vous. Honnêtement, les mecs arrivent après les paris pour dire tu t'es trompé, shame on you. Mais surtout avant les playoffs. Oui, voilà. Parce qu'avant les playoffs, on s'est beaucoup tous trompés quand même. Hein. On est tous là. Ouais. Le mec a un bracket parfait là, bravo à lui. Hein. Ouais, mais je crois qu'il y en a quelques-uns. Bon, bref, match mardi soir du coup, et dans Clutch, débrief, 17h. On va se retrouver dans Clutch. Et ça va être magnifique. Voilà. Si vous avez des avis divergents, si vous avez des choses à raconter, vous n'hésitez surtout pas, que vous soyez en replay ou en ce moment même en direct. On va pouvoir enchaîner sur la suite, et la suite, c'est la conférence Est.